séance. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Je vous remercie. Il nous revient d'adopter le PV de la dernière séance pour le PV pour lequel nous n'avons pas reçu de demande de modification. On le vote donc tel que vous l'avez reçu. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Non. Il est donc adopté à l'unanimité. Avant d'entamer l'ordre du jour, donc, quelques décisions que nous avons été amenés à prendre depuis le dernier conseil municipal. Donc, la décision numéro 37 qui concerne l'attribution du marché de prestation d'assurance dommages aux biens et risques d'annexe pour la ville de Londres. Donc, on est très content d'avoir trouvé un assureur. Donc, l'attribution d'un marché, donc le cabinet SATEC, compagnie Aérial Assurance, qui nous assurera, donc qui nous assure depuis le 1er janvier. La décision 38, c'est l'approbation de l'avenant numéro 6 au marché de maîtrise d'œuvre pour la conception et la réalisation d'aménagements pour l'îlot 3 du quartier des Trois Fontaines. Donc, il s'agit d'un avenant qui vise à augmenter le marché initial de 1 175 € hors taxe, soit 1 410 € TTC, et ça concerne la labellisation Passive House, puisqu'il fallait un certain nombre de plans pour finaliser le dossier de labellisation. La décision 39, donc c'est l'attribution du marché des maîtrises d'œuvre pour l'aménagement de l'avenue de la Plage à Ondres. Donc un marché qui est attribué à la société ECR Environnement pour un montant, comme indiqué, de 27 066 € hors taxe. Et évidemment, ce montant inclut l'émission supplémentaire, c'est-à-dire l'étude environnementale et le relevé topographique. Et enfin, la décision 40, c'est le marché de travaux pour la construction de la maison de la chasse. Donc, il nous revient de déclarer infructueux les lots 2, 4, 6 et 8. Et si je ne me trompe pas, ils ont d'ores et déjà été relancés. Voilà. Voilà pour les décisions depuis la dernière séance du conseil municipal. S'agissant de l'ordre du jour, ce soir, la première délibération concerne la mise à disposition dans la communauté des communes d'un bâtiment vacant, et c'est Pierre Pascal. Madame le maire rappelle que la communauté de communes a inauguré les nouveaux locaux de l'Office de tourisme communautaire le 27 septembre 2022 en centre-ville d'Ondres. De ce fait, les anciens locaux occupés par l'Office de tourisme sont devenus vacants. Dans le même temps, la commune d'Ondres est à la recherche de locaux pour pouvoir accueillir des services publics et des associations à but non lucratif. En effet, le fort taux d'occupation de différentes salles communales et la nécessité de démolir une partie des bâtiments des Ismaïnades et la construction du groupe scolaire nécessite de disposer de locaux complémentaires. Par conséquent, la communauté de communes du Sénance propose de mettre à la disposition de la commune, à titre gratuit, les anciens locaux de l'Office de tourisme pour une durée de 1 an renouvelable. En parallèle, la communauté de communes a engagé avec la copropriété de Floralie des discussions et démarches dans le but de s'extraire de cette copropriété. Donc, vu l'article L 221-14-3 du Code général des collectivités territoriales, vu l'article L 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales, vu l'article L 21-25-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, considérant l'intérêt général de mise à disposition d'un local, propriété de la communauté de communes, située sur la commune d'Ondres et de l'office de la commune d'Ondres. Donc, vous demandez au conseil municipal de délibérer pour avoir ce local. Donc, il y a une convention qui est jointe à la délibération qui précise les conditions de cette mise à disposition. Une délibération qui a été aussi prise évidemment au préalable par la communauté de communes, par le conseil communautaire, le dernier conseil communautaire. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Non. Des votes contre, des abstentions? Non plus. C'est adopté donc à l'unanimité. La deuxième délibération concerne l'accompagnement du SIDEF en matière de maîtrise de la
la demande en énergie, François Tramassé. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu les statuts du SIDEC, vu le rapport de Madame le maire, considérant ce qui suit, par délibération du 30 juin 2006, le comité syndical du SIDEC a adopté un projet de modification statutaire portant extension de ses compétences à la maîtrise de la demande en énergie. Les compétences du SIDEC en matière d'énergie électrique, d'éclairage public, de gaz et des énergies renouvelables comportent les compétences optionnelles suivantes. Le pouvoir concédant et le rôle d'autorité organisatrice en matière de distribution d'énergie électrique, la maîtrise de la demande en énergie, le pouvoir concédant et le rôle d'autorité organisatrice en matière de distribution du gaz, l'éclairage public, comprenant outre la réalisation des équipements, l'entretien des foyers lumineux, l'éclairage d'équipements sportifs publics extérieurs, la mise en lumière des équipements publics, l'aménagement et l'exploitation de toute nouvelle installation utilisant les énergies renouvelables, notamment la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de recharge de véhicules électriques urbains, dans les conditions déterminées par le dit code. Cette compétence propose des missions d'accompagnement aux collectivités landaises pour la gestion de leur consommation énergétique et sur la production d'énergie. Depuis 2015, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dite loi TEPCV, porte l'ambition de réduire la consommation énergétique des bâtiments tout en renforçant le rôle des collectivités locales pour mobiliser leur territoire. Par ailleurs, l'inflation des prix de l'énergie oblige les acteurs et décideurs locaux à privilégier et accélérer la mise en place de solutions concrètes en faveur de la réduction de la consommation énergétique. Depuis 2020, le SIDEC a renforcé son accompagnement des collectivités pour les assister dans cette démarche de maîtrise de la demande en énergie, au travers de conventions de prestation de services. Bien que le SIDEC soit un syndicat mixte à la carte auquel chaque collectivité peut transférer tout ou partie des compétences qu'elle exerce, les missions liées à la transition énergétique nécessitent des expertises avérées et diversifiées pour lesquelles l'adhésion de la collectivité à cette compétence est primordiale. Ainsi, par la présente délibération, la collectivité pourra être accompagnée avec efficience et sécurité par le SIDEC dans le cadre de leurs compétences maîtrise de la demande en énergie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération qui nous est proposée par le SIDEC pour un accompagnement clé en main? Des remarques, non? Des votes contre, des abstentions non plus. Je vous remercie. La délibération suivante, approbation de la vente amiable de bois sur pied, Nadine Duru. Alors, j'indique au conseil municipal que les pins situés sur les parcelles communales cadastrées section AD numéro 15, 16, 126 et 128, détournant la station d'épuration, puis ceux de la parcelle cadastrée section AD numéro 2, située rue de la Ruyotte, sont arrivés à maturité et que certains d'entre eux représentent un danger. Au total, 649 pins répartis sur une superficie totale de 3 hectares 5 sont concernés par cette coupe. Après consultation du service de l'État, ces travaux de coupe rase ne nécessitent pas d'obtention d'autorisation préalable. Je précise que les feuillus seront maintenus et que des travaux de replantation seront entrepris ultérieurement, 1 an ou 2 ans après la coupe. Après consultation, la société Lapeg Forestière propose une offre d'achat de 30 000 € pour les 649 pins sur pied estimés à 606 mètres cubes, soit 49,50 € le mètre cube. Madame le maire demande au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur ce dossier et décide d'approuver les modalités de la vente amiable des pins sur pied sur les parcelles communales cadastrées AD 15, 16, 126, 128 détournant la station d'épuration, puis ceux de la parcelle cadastrée section AD numéro 2 située sur la Ruyotte, au profit de la société Lapeg, accepte l'offre d'achat de 30 000 € proposée par la société Lapeg Forestière, autorise Madame le maire à signer les documents correspondants et charge Madame le maire d'effectuer toutes les formalités administratives nécessaires. Est-ce qu'il y a des questions? Non, juste une remarque de la commission. On va reprendre le truc, mais le choix de la société Lapeg, compte tenu de ce qu'il est en train de faire dans les barques, c'est la société qui est en train de tout couper dans les barques, sur lesquelles pas mal de gens sont abandonnés, parce qu'il y a la limite de la légalité sur toutes les parcelles qui coupent.
freiner ses ardeurs dans toutes les coupes. Toutes les monticules d'arbres que vous voyez selon de Saint-Anne de Seignance, c'est lui qui a tout coupé. C'est lui qui a tout coupé, mais certainement parce qu'il a eu des gens qui lui ont demandé de couper et qu'il a eu des accords. Oui, après, Et, là, on va pas rentrer dans le débat. Si on se lance dans la comparaison entre les forestiers, moi j'ai vu du Non, travail mais sur je veux dire certains par là. enseignants par un autre. Oui, Je mais préfère que ça soit la PEG qui vienne faire chez nous. ouais, là, sur Saint-Martin, sur l'autre, on va pas se laisser dans le débat, mais c'est le débat niveau énergie qui, justement, jusque-là, n'intéressait personne. Et là, ces sociétés-là, elles vont démarcher plein de gens qui n'avaient aucune intention de couper, et on leur fait miroiter des sous. Et effectivement, ces gens-là, ils coupent, et donc, du coup, on est en train de couper. Mais il y a du monde dessus de l'État, hein. C'est pas une agricole. En tout cas, nous, c'est Après, la voilà. société qui nous a Sur le fait fait la que meilleure on vend, pas offre. de souci. Et évidemment, Effectivement, s'il a fait la meilleure offre, il y a pas de- c'est lui qui a fait la meilleure offre au mètre cube, 49,50 € le mètre cube. Et de toute façon, les travaux seront suivis. Et il n'est pas question qu'il soit fait n'importe quoi, ni par la société LAPEG, ni par d'autres, sur les parcelles appartenant à la collectivité. Non. On veillera à ça du mieux qu'on peut, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non. Des votes contre ou des abstentions? Non plus. Je vous remercie. La suivante, c'est toujours l'individu, c'est par rapport à l'ONF, le programme d'assiette des coupes de bois réalisé en 2023. Alors, je soumets au conseil municipal pour approbation le programme d'assiette des coupes de l'année 2023 présenté par l'Office national des forêts annexé à la présente délibération. Compte tenu de l'évolution de certaines parcelles, l'Office national des forêts propose quelques adaptations aux prévisions des coupes inscrites en 2023 au plan de gestion actuellement en vigueur. La parcelle 16B, initialement prévue en coupe rase et prévue en coupe d'ensemencement, cette technique consiste à enlever un certain nombre de vieux arbres pour donner davantage de lumière au peuplement et favoriser la régénération. La parcelle 17A, prévue en première éclaircie en 2024, est avancée en 2023. La parcelle 1B, prévue en troisième éclaircie en 2025, est avancée en 2023. La parcelle 11A, prévue en quatrième éclaircie, est supprimée pour manque de volume. Je précise que des frais de garderie représentant 12% du montant hors taxe des ventes de bois 2023 seront versés à l'Office national des forêts. Madame le maire demande au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur ce dossier et décide d'approuver le programme d'assiette des coupes de l'année annexé à la présente délibération. Une délibération classique qu'on passe tous les ans. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Des votes contre ou des abstentions? Non plus. Merci. Délibération numéro 5, toujours par rapport à l'ONF. Là, cette fois-ci, c'est le programme des travaux réalisés en 2023, réalisé en 2023. Nadine. Alors, je fais part au conseil municipal de la présentation du programme des travaux à réaliser en 2023 dans la forêt communale d'Ombre établie par l'Office national des forêts. Le montant prévisionnel de ces travaux est estimé à 15 200 € hors taxe, dont 6 180 € hors taxe non soumis à l'assistance technique. Le coût de l'assistance technique correspondante s'élève à 934,92 €. Madame le maire demande au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur ce dossier. Approuve le programme des travaux à réaliser en 2023 établi par l'Office, approuve le montant de l'assistance technique et autorise Madame le maire à signer les documents, Madame le maire d'effectuer toutes les formalités administratives nécessaires. Merci. Des remarques? Non. Des votes contre ou des abstentions? Non plus. Adopté donc. La délibération suivante. Serge Arlard, retrait de délégation de fonction. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'arrêté du maire en date du 19 décembre 2022 portant retrait de délégation, considérant le retrait par Madame le maire de la délégation consentie Madame Caroline Guiraud, 4e adjointe au maire par arrêté numéro AGA 2020-04 du 8 juillet 2020 dans les domaines éducation, enfance et jeunesse. Considérant l'article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales qui précise: lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Considérant les éléments ci-avant exposés permettant à Madame le maire de solliciter le conseil municipal pour se prononcer sur le maintien ou non de Madame Caroline Guiraud dans ses fonctions d'adjointe au maire.
Après délibération, il sera demandé au conseil municipal d'approuver la demande de retrait de délégation de Mme Caroline Guéraud en qualité de 4e adjointe au maire. Également que Mme Caroline Guéraud n'est plus maintenue dans ses fonctions d'adjointe au maire. Madame le maire est chargée du contrôle et du suivi de cette décision. La présente délibération peut faire l'objet de recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de 2 mois à compter de sa réception par le représentant de l'État dans le département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l'envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur place au tribunal. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Sébastien Robert. Oui, merci. Et du coup, est-ce que quelqu'un va reprendre la gestion? Okay. Il y a déjà un arrêté qui a été pris pour confier la délibération donc à Christine Vicente. D'accord. Mais en fait, il faut que cette délibération-ci de retrait du poste d'adjoint finalement devienne exécutoire pour que, comme on a un nombre d'adjoints limité, ce qui est normal, pour que la fonction d'adjoint puisse être attribuée au prochain conseil municipal à Christine Vicente pour pouvoir lui donner les moyens d'exercer la délégation de manière plus fluide. Okay. Donc ça sera au prochain conseil municipal, puisque, si je ne dis pas de bêtises, c'est 12 jours avant que la délibération devienne exécutoire. On ne va pas vous reconvoquer dans 12 jours. On attendra le prochain conseil municipal. Entre-temps, Christine a bien sûr déjà commencé à travailler. Et on le soumettra au vote du prochain conseil municipal. Ok. Voilà. Et le transfert d'indemnité se fait automatiquement aussi, du coup, ça, c'est ça? D'accord. Au moment de l'arrêté, c'est stoppé et c'est repris au moment de l'arrêté suivant. Dès que le nouvel arrêté, alors il se peut qu'il y ait 2 ou 3 jours de battement pendant lesquels il n'y a pas de versement d'indemnité, c'est privatisé. Okay. Et en fait, ça suivra. Mais je dis peut-être une bêtise parce que non, ça ne prendra effet. Je pense qu'il y aura 1 mois pendant lequel il y aura pas de versement entre les deux votes. Parce que là, j'ai simplement donné l'indemnité, elle est liée au statut d'adjoint. Et Christine aura le statut d'adjoint au prochain conseil municipal. Donc en fait, entre ce soir et la prochaine fois, voilà. C'est suspendu, d'accord. Il n'y aura pas de versement d'indemnité. Pardon. Ok, merci. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On a le cafouillage. C'est clair? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que éventuellement on peut donner des raisons qui ont motivé cette décision? C'est des raisons de disponibilité suite à des changements d'activité professionnelle. Et Christine, pour dire la vérité, ayant atteint l'âge de la retraite et ayant fait valoir ses droits à la retraite, est extrêmement disponible dorénavant et prend la suite, elle a déjà commencé à travailler de toute façon, et prend la suite de manière fluide sur l'ensemble des dossiers qui étaient en cours. Voilà. Ça a été annoncé au service petit à petit, donc ça se fait de manière fluide. Est-ce qu'il y a des votes contre cette délibération ou des abstentions? 6 abstentions. 7. Pardon. C'est noté. Alors ensuite, les 3 délibérations qui suivent sont des délibérations qui font suite à la mise en place du CST, qui sont des délibérations qu'on est tenu de prendre de manière réglementaire pour pouvoir, suite à la mise en œuvre du CST, mais toutes les 3 sont l'objet de sujets qui ont été abordés avec les organisations syndicales et qui ont fait l'objet d'un travail en partenariat avec l'ensemble des organisations syndicales, y compris depuis les dernières élections, que ce soit le télétravail, l'annualisation ou le plan de formation. Voilà, mais on est obligé maintenant que ça a été travaillé avec les syndicats de le passer en conseil municipal et de faire ces 3 délibérations. Et qui seront repris au titre du règlement intérieur. Voilà, le passage en conseil municipal est un passage obligatoire pour pouvoir finaliser le règlement intérieur qu'il nous faut voter lors du prochain CST. Donc la délibération numéro 7, c'est le plan de formation de la collectivité territoriale. Sergent. Madame le maire explique au conseil municipal que le plan de formation est un outil indispensable de formalisation des besoins des agents et des collectivités territoriales. Les plans de formation rassemblent l'ensemble des dispositifs VAE, bilan de compétences, et des formations à mener dans l'intérêt d'un service public plus efficace.
vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu le décret numéro 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, vu le décret numéro 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux, vu l'avis favorable du comité technique réuni en date du 7 novembre 2022 au sujet de plan de formation, considérant que le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu par les statuts de la fonction publique territoriale. Il est garanti à tous les agents de la collectivité, quel que soit leur statut titulaire, stagiaire et contractuel. La formation professionnelle tout au long de la vie des agents territoriaux a pour objet de leur permettre d'exercer avec la meilleure efficacité les fonctions qui leur sont confiées en vue de la satisfaction des usagers et du plein accomplissement des missions du service. Considérant que la formation professionnelle doit favoriser le développement des compétences, faciliter l'accès aux différents niveaux de qualification existants, permettre l'adaptation au changement des techniques et à l'évolution de l'emploi territorial, contribuer à l'intégration des agents et à la promotion sociale. Elle doit également favoriser leur mobilité ainsi que la réalisation de leurs aspirations personnelles et créer les conditions d'une égalité effective, en particulier entre les hommes et les femmes, pour l'accès aux différents grades et emplois. Considérant que la formation recouvre à la fois les formations statutaires obligatoires, les préparations au concours et examens de la fonction publique territoriale, les stages proposés par le CNFPT, les éventuelles actions de formation organisées en interne par la commune pour ses agents sur des thèmes spécifiques, les actions de formation organisées en partenariat avec d'autres collectivités sur des thèmes spécifiques choisis par la collectivité territoriale ou auxquels peut adhérer la commune dans l'intérêt de ses agents, ou bien encore la participation des agents de la commune à des formations proposées par des organismes privés qui peuvent, le cas échéant, être diplômantes ou certifiantes. Considérant dès lors l'opportunité d'adopter un plan de formation des agents de la collectivité sur un an, dans les conditions prévues par le statut de la fonction publique territoriale et déclinées de façon opérationnelle au sein de la collectivité, considérant que l'organisation des départs en formation relève de la responsabilité de l'autorité territoriale et de la hiérarchie garante du bon fonctionnement du service, sachant que l'agent doit être acteur de son parcours de formation tout au long de sa carrière. Après les délibérations, il sera demandé au conseil municipal d'approuver que la commune adopte un plan de formation qui sera instauré sur l'année 2023, que Madame le maire est chargée de l'exécution de cette décision, que la présente délibération peut faire l'objet du recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de 2 mois à compter de sa réception par le représentant de l'État dans le département de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr, par l'envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur place au tribunal. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Des votes contre ou des abstentions? Non plus. La délibération numéro 11, qui elle concerne la mise en place d'un cycle annualisé. Madame le maire rappelle à l'Assemblée que la définition, la durée et l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l'organe délibérant après avis du comité technique, article L611-2 du Code général de la fonction publique territoriale. Par ailleurs, le travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycles de travail, article 4 du décret numéro 2000-815 du 25 août 2000 précité. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique, vu le décret numéro 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État, vu le décret numéro 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale,
vu le décret numéro 88-145 du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, modifié, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatifs aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Vu l'avis favorable du comité technique réuni en date du 7 novembre et du 5 décembre 2022, qui formalise les spécificités et modalités d'annualisation par service. Considérant que les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d'accomplissement du temps de travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la réglementation sont respectées, à savoir la durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant en temps complet est fixée à 35 heures hebdomadaires, la durée quotidienne de travail de l'agent ne peut excéder 10 heures, aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures sans que les agents ne bénéficient d'une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes, l'amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures, les agents doivent bénéficier d'un repos journalier de 11 heures au minimum, le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Les agents doivent disposer d'un repos hebdomadaire d'une durée au moins égale à 35 heures et comprenant en principe le dimanche. Considérant que l'annualisation du temps de travail est une pratique utilisée pour les services alternant des périodes de haute activité et de faible activité, l'annualisation du temps de travail répond à un double objectif. D'une part, répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer pendant les périodes d'inactivité ou de faible activité. D'autre part, de maintenir une rémunération identique tout au long de l'année, c'est-à-dire y compris pendant les périodes d'inactivité ou de faible activité. Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l'agent, dont le temps de travail est annualisé pendant les périodes de forte activité, seront récupérées par ce dernier pendant les périodes d'inactivité ou de faible activité. Considérant que pour des raisons d'organisation et de fonctionnement des services, et afin de répondre au mieux aux besoins des usagers, il convient d'instaurer des cycles de travail annualisés pour les services municipaux suivants: la police municipale, le service scolaire, le service animation ATSEM, le service entretien des bâtiments. Après délibération, il sera demandé au conseil municipal de décider que dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, les services suivants sont soumis à un cycle de travail annualisé, à savoir la police municipale, le service scolaire, le service animation ATSEM, le service entretien des bâtiments. Que les agents publics relevant d'un cycle annualisé restent soumis de plein droit à l'ensemble des droits et obligations des agents publics, tels que définis notamment par le Code général de la fonction publique. Que Madame le maire est chargée du contrôle et du suivi de cette décision, et enfin que la présente délibération peut faire l'objet de recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de 2 mois à compter de sa réception par le représentant de l'État dans le département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa requête sur le site www.recours.fr, par l'envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur place au tribunal. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai une petite remarque. Il est dit que les agents doivent disposer d'un repos hebdomadaire d'une durée d'au moins égale à 35 heures, comprenant en principe le dimanche. Ça veut dire quoi, en principe, le dimanche? Ça veut dire que par exemple, on a certains agents qui travaillent le dimanche, mais ça fait partie de leur fonction. Ça reste l'exception. Municipale, on va voir. Voilà. Exceptionnellement. Alors, le mot principe, c'est un avis. C'est pour intégrer, mais ça a été vu, les syndicats Parce que, étaient d'accord avec cette à part la police, il n'y a personne d'autre. C'est l'exception, c'est pour ça que c'est une exception. Oui, mais c'est le principe, c'est le mot principe qui est un peu peut-être approprié. Ce n'est qu'un avis. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Non. Adopté donc à l'unanimité. Maintenant, la mise en place du télétravail, pardon. Sergent là, toujours. Madame le maire,
conseil municipal que le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière ou temporaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Madame le maire précise que le télétravail est organisé au domicile de l'agent et qu'il s'applique aux fonctionnaires et aux agents publics non fonctionnaires. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu le décret numéro 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Vu le décret numéro 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, vu l'avis du comité technique réuni en date du 7 novembre 2022 précisant notamment les conditions restrictives de recours au télétravail, crise sanitaire, pandémie. Considérant que les agents exerçant leur droit en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation. Après délibération, il sera demandé au conseil municipal de décider que le recours au télétravail est autorisé à compter du 1er février 2023, que le télétravail ne pourra être mis en œuvre qu'en cas de crise sanitaire ou pandémie et en application des consignes gouvernementales, que le télétravail est autorisé pour les agents dont la présence physique en poste n'est pas strictement indispensable à l'exercice de leur mission. Sont ainsi concernés les agents administratifs et les responsables de service, directeurs et le directeur général des services. Que le télétravail sera exercé au domicile de l'agent, que la mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière informatique. Le système informatique doit pouvoir fonctionner de manière optimale et sécurisée. De même, la confidentialité des données doit être préservée. À ce titre, un accès sécurisé distant au réseau de la mairie, lien VPN ou équivalent, sera mis en place pour chaque agent en télétravail. En vertu de l'article 40 du décret numéro 85-603 du 10 juin 1985 relative à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de compétences. Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétences géographiques dans le cadre des missions qui leur sont confiées par le comité. Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du télétravailleur est subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit. Que l'employeur prend en charge une partie des coûts liés au télétravail, en ce qu'il met un ordinateur à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail. La durée de l'autorisation est d'1 an maximum. L'autorisation peut être renouvelée par décision expresse après entretien avec le supérieur hiérarchique direct et sur avis favorable du directeur général des services. En cas de changement de fonction, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande. L'autorisation peut prévoir une période d'adaptation de 3 mois maximum. La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme de télétravail est fixée à 1 jour par semaine. À la demande des agents dont l'état de santé le justifie et après avis du médecin de prévention ou du médecin du travail, il peut être dérogé pour 6 mois maximum aux quotités subvisées. Cette dérogation est renouvelable une fois après avis du médecin de prévention ou du médecin du travail. Que Madame le maire est chargée du contrôle du suivi de cette convention, et enfin que la présente délibération peut faire l'objet du recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de 2 mois, à compter de sa réception par le représentant de l'État dans le département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif au dépôt de sa requête sur le site www.telerecours.fr par l'envoi de la requête sur papier ou le dépôt sur place au tribunal. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques? J'ai une question sur la prise en charge des coûts liés au télétravail. Vous parlez seulement de la mise en disposition d'un ordinateur.
Dans certains cas, il peut être aussi mis en place une indemnité financière liée au coût d'électricité, de forfait internet, etc., utilisée et nécessaire pour le télétravail. Est-ce que ça, c'est envisagé également? Non, Bien sûr. on n'a pas du tout envisagé, on n'a aucune demande du Et on l'a partagé avec les partenaires sociaux. Le télétravail est envisageable uniquement en cas de pandémie. Oui. Je ne vais pas porter la poisse, mais si la maison brûle, je ne sais pas, il y a un bureau on ne peut pas l'envisager pour cette raison. Je sais pas. À ce moment-là, je dirais une force majeure, ça peut arriver à n'importe quelle collectivité. On dévalidera certainement s'il faudra qu'on accueille les gens quand même. Oui, non, enfin, je ne parle pas de la mairie, mais je ne sais pas où un dégât des eaux sur un bureau, on n'aurait pas pu le prévoir également là. Non, ça on le fera, c'est des choses qui se prévoient au coup par coup quand les choses se passent. Mais le protocole de télétravail, c'est l'histoire, ce que vous disiez tout à l'heure, du principe et de l'exception. On le prévoira si le cas se présente, on le prévoira à ce moment-là. Mais ça n'a pas lieu de figurer dans un protocole de télétravail qui lui vise à indiquer comment le télétravail peut être mis en place. Il ne peut être mis en place qu'en cas de pandémie ou de crise sanitaire. Évidemment, si demain la mairie s'écroule ou s'il y a je ne sais quel tsunami, on avisera. Vous dites qu'actuellement, personne n'est en télétravail. Non. Et on ne peut pas l'envisager. C'est juste un peu curieux dans le timing, puisque la pandémie est passée. C'est ce que je vous disais en préambule, c'est qu'on est obligé de le passer en délibération. Parce que là, le télétravail, quand il a été fait, au moment de la pandémie, il a été fait parce qu'il fallait bien trouver des solutions, mais il ne répondait pas à un protocole mis en place. Là, aujourd'hui, on est obligé de mettre en place ce protocole. Au cas où une nouvelle pandémie se passe, une nouvelle situation d'urgence comme celle-là. Mais jusque-là, on n'était pas soumis à ça. C'est l'entrée en vigueur du CSP qui nous oblige à légiférer là-dessus, en tout cas à les proposer au vote et à en discuter avec les organisations syndicales. Qui ont toutes préféré, je pense que le contrôle, Serge Arlas, Sandrine Collot, Sonia Dubetis, François Tramassé qui siègent au CSP, les organisations syndicales étaient pour la totalité absolument favorables à cette restriction du télétravail, eu égard à ce que ça peut contrevenir aussi à l'exercice d'un service public et à ce que ça peut amoindrir le service rendu aux usagers si toutefois vous devez être fait recours de manière massive. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non. Des votes contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. Et la dernière délibération, dont on cite tous les ans, ce sont les admissions en non-valeur. Madame le maire rappelle que les créances irrécouvrables correspondent aux titres émis par la collectivité, mais dont le recouvrement ne peut être mené à son terme par le comptable public en charge du recouvrement. L'admission en non-valeur des créances est décidée par l'Assemblée délibérante dans l'exercice de sa compétence budgétaire. Elle est demandée par le comptable lorsqu'il rapporte les éléments propres à démontrer que malgré toutes les diligences qu'il a effectuées, il ne peut en obtenir le recouvrement. Le 10 octobre 2022, le comptable du Trésor a présenté à la commune les 13 demandes d'admission en non-valeur qui sont jointes au projet de délibération. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2121-29, vu le décret numéro 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable public, vu la demande d'admission en non-valeur transmise par le comptable public, considérant qu'il s'agit de recettes qui n'ont pu être recouvrées malgré des poursuites qui se sont avérées infructueuses, considérant qu'il convient pour régulariser la situation budgétaire de la commune de les admettre en non-valeur. Après délibération, il sera demandé au conseil municipal d'accepter que la somme de 365,54 € soit admise en non-valeur, que les créances présentées sont irrécouvrables malgré les procédures intentées par le comptable public, que les crédits nécessaires à ces annulations seront inscrits au chapitre 65 du budget primitif 2023 de la commune, que Madame le maire est chargée du contrôle et du suivi de cette décision, et enfin que la présente délibération peut faire l'objet du recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de 2 mois à compter de sa réception par le représentant de l'État dans le département et de sa publication. Tout citoyen justiciable pourra saisir le tribunal administratif par dépôt de sa requête sur le site www.telereco.fr
par l'envoi de la requête sur papier ou de dépôt sur place au tribunal. Merci. Alors, je précise quand même, pour remplacer l'unité, on va préciser quand même de manière publique que le montant total de ces deux valeurs est de 365,54 € pour l'année, puisque c'est la somme qui est mentionnée là qui n'a pas été dite. Si. Tu l'as dit, je n'ai pas entendu. Bon, mais voilà. Pardon. Alors, tout va bien. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur cette délibération sur une proposition? Non. Des votes contre ou des abstentions? Non plus. Merci. L'ordre du jour est épuisé et je n'ai pas reçu de questions diverses. Je vous rappelle juste 3 rendez-vous qui sont à venir. Donc, j'en ai parlé demain soir, il y a la cérémonie des vœux à la population. Le 13 février, il y a le concert de trio. Le concert de trio, qui affiche complet. Donc, on a vendu 1000 places. On a fermé les ventes et on est très fiers de ce très beau succès. Et enfin, le 16 janvier, donc une réunion publique sur le sujet du camping municipal et uniquement sur ce sujet-là. Donc, il se tiendra à 18h30 à Caprani pour donner donc à la population l'ensemble des éléments relatifs à l'avancée de ce dossier. Voilà. Nous, en tant que nous, on pourrait recevoir des documents. Il suffit d'en faire la demande. M. Robert a fait la demande de cette semaine. D'accord. Après, ça devait nous être transmis à la suite de la dernière commission. Le référé? On avait demandé les résultats effectivement. Et vous nous faites un petit rappel par mail, on va vous l'envoyer dans la foulée, ça a été fait sur votre Robert. Je peux faire un petit commentaire sur la réunion. Sur la réunion Oui. publique oui, la séance est levée. Non, c'était en fait, je ne comprends pas le traitement des 2 poids 2 mesures entre l'affaire Choré, où on n'a pas pu débattre sur le fond en conseil municipal, et parce que le jugement est à venir, et le camping municipal, où le jugement sur le fond est à venir aussi, et on fait La un débat. différence, c'est que là, le jugement sur le fond, c'est pas nous qui l'avons sollicité, c'est la SRL de Versailles qui l'a interprété. Oui, mais Ça ne change pas qu'il y ait une ça change pas grand-chose. C'était votre argument. C'était par rapport à la procédure. Là, le référé est tombé, et il est temps, d'après nos avocats, de livrer, en capacité de livrer un certain nombre d'éléments sans se fragiliser. Vous nous avez empêché de faire un débat en... Mais monsieur Cormon qui était là, vous lui avez coupé la parole, a dit on ne débat pas, c'est pas jugé sur le fond. Mais non. Mais non. Mais il ne s'agit pas de débattre là, et je crois qu'on se comprend pas bien, il s'agit d'une réunion publique pour donner des informations à la population sur l'état d'avancée du dossier. Oui, C'était exactement la même chose la dernière fois. On demandait des explications, on ne pouvait pas nous donner des explications la dernière fois parce que c'était pas jugé sur le fond. Et là, c'est pas jugé sur le fond, on peut. Nous avons interjeté l'appel, ce sera jugé. Là, c'est nous qui sommes en demande, et nous, on se conforte à l'avis de nos avocats. Donc en fait, c'est quand vous voulez, mais c'est pas par rapport à la réforme ou par rapport au fond, c'est quand vous voulez. Si vous voulez. Voilà, non, oui, mais c'est la réalité quand même. Non, mais c'est juste la réalité.